Ce que je vous propose, c'est qu'on attaque Michel? pour la première plénière, qui est donc présentée par Véronique Deslandres, qui est maîtresse de conférences en informatique à l'Université Lyon 1. Je te laisse la partie, Merci, Véronique. Michel. Merci. Donc, je vais partager l'écran. Ouais, tu pourrais t'en sortir, non? Ouais. Donc, je voudrais en C'est profiter la par un spécialiste. partage pour remercier la CNRIT d'avoir choisi ce papier. Parce que c'est bien, effectivement, de mettre en valeur les enseignants qui font de la recherche. Moi, j'adore mon métier d'enseignant, mais j'aime aussi beaucoup mon métier de chercheur. Et donc, c'est bien d'avoir la possibilité de partager avec ses collègues. Donc, ce que je présente aujourd'hui, c'est le résultat d'une thèse et pas mal de travaux de master, stagiaire master recherche, en master 2, sur la co-construction de politique urbaine basée sur des méthodes d'intelligence artificielle. Donc, je vais expliquer tous ces termes, c'est pas la peine d'aller trop dans le détail, mais je vais expliquer un petit peu tout ça. Donc, je fais partie au LIRIS, donc laboratoire d'informatique et d'imagerie de Lyon. Je fais partie d'une équipe qui s'appelle SICOSMA, qui vise à développer des systèmes pour ce qu'on appelle, nous, l'intelligence artificielle sociale. Social Artificial Intelligence, ça vise à développer la capacité cognitive et d'interaction de différents agents artificiels, donc des agents qu'on modélise dans des systèmes, qui vont, en interagissant avec d'autres agents virtuels, humains, robots, vont accroître ce qu'on appelle l'intelligence d'un système. Donc, du coup, on a au sein de l'équipe deux principaux axes de recherche, tout ce qui est interaction humain-machine, avec des travaux sur la coordination des agents, l'apprentissage multi-agent et ce qu'on appelle l'intelligence artificielle développementale. Et puis un deuxième axe de recherche qui est lié plus à la cognition, c'est-à-dire développer dans des logiciels des capacités intelligentes ressemblant au système humain. Et puis récemment, on a un axe transversal qui a été ouvert et qui travaille sur tout ce qui est l'intelligence artificielle éthique, responsable, et toutes les capacités d'explication de ces algorithmes d'intelligence artificielle qui posent beaucoup de questions justement aujourd'hui. Alors, quelle est la problématique de recherche de ces travaux? C'est derrière ce terme intelligence artificielle, il y a énormément de choses, c'est un terme un peu fourre-tout, donc je voulais juste citer quelques pans de l'intelligence artificielle que vous connaissez plus ou moins, notamment ce qui concerne tout ce qui est reconnaissance d'image. Ici, on voit un chien. Vous savez que les chiens et les chats, c'est les images les plus nombreuses sur Internet. Et donc, on avait comme ça un panel de données très très vaste pour développer des algorithmes de reconnaissance d'image. Qu'est-ce que c'est qu'un chien? Qu'est-ce que c'est qu'un chat, etc. Il y a eu aussi récemment l'aventure avec AlphaGo, ce logiciel qui a battu le champion, un maître de Go, 4 parties sur 5 dans un tournoi. Et donc, donc ça a émerveillé tout le monde. Et puis surtout, ce qui a émerveillé tout le monde, c'était surtout que le logiciel, la machine, a découvert un nouveau, un nouveau coup, voilà, du jeu de Go, qui maintenant figure dans le livre d'apprentissage des maîtres du jeu de Go. Donc, c'est pas que de l'exploitation statistique de données, hein, l'intelligence artificielle, c'est aussi de la découverte. Et là, on a la preuve avec cet épisode AlphaGo que avec N machines énormes, nous au labo, on ne peut pas avoir tout ce qu'ils ont eu pour faire cet algorithme. Il faut quand même beaucoup de machines pour arriver à faire tourner ces algorithmes. Vous avez aussi beaucoup d'intelligence artificielle au niveau des logiciels qui se trouvent sur votre machine, hein, qui vous aident à bien utiliser ces logiciels. Et en chirurgie, et dans le domaine de la santé, on a de plus en plus d'IA qui viennent soit pour aider au diagnostic, soit pour guider le geste opératoire des différents chirurgiens. Et puis ce qui est plus connu aussi, c'est tout ce qui est traduction. Avec le deep learning, là, on a fait un bond en avant au niveau de la traduction. Je ne sais pas si vous avez pu observer ça vous-même. Quand vous traduisez des textes aujourd'hui, c'est quand même d'un très très bon niveau. C'est depuis qu'on a mis en place des algorithmes de deep learning pour l'apprentissage.
Et ce qu'il faut bien savoir, par exemple, c'est que on a pour Deep Learning, par exemple, ils ont appris, je crois, 3 paires de traductions de langue, anglais, français, français, anglais, anglais, espagnol, espagnol. Et tout le reste, c'est le logiciel qui a appris tout seul. Le chinois, par des règles transitives entre les langues, etc. Donc c'est une puissance incroyable. Ça, c'est la vie réelle. Et puis il y a aussi des petits abus avec le monde du robot. Est-ce que le robot va remplacer l'homme, etc. Notamment nous, là, est-ce qu'on aura bientôt des robots enseignants? Je peux vous dire, on n'est pas tout près. Même chose, il y a énormément de robots qui se développent au sein de l'armée, qui sont intelligents, qui se déplacent tout seuls. Ici, on voit le robot Taureau de Boston Dynamics. Le gros problème de ces machines-là, c'est qu'elles ne sont pas du tout autonomes et qu'il y a toujours ce problème d'énergie consommée, de batterie. Donc tant qu'il y aura ça, ça ne marchera pas en grande dimension. Et puis on a ce robot Sophia. Donc c'est la vague des robots humanoïdes. Ici, je ne sais plus combien il y a de mécanismes physiques articulés pour traduire toutes les émotions d'un visage. Et ce robot Sophia, c'est le seul robot qui a obtenu une nationalité. Hein, c'est l'Arabie Saoudite qui lui a conféré la nationalité du pays, comme si c'était un être humain. Donc ça montre un peu les dérives de l'intelligence artificielle derrière ce terme qu'on a. Et puis il y a d'autres réalités, comme dans certains pays qui, au niveau de la culture, sont prêts à accepter ces systèmes avancés de robots, comme au Japon, où il y a énormément de robots Pepper qui sont dans des structures d'accueil, dans les grands hôtels, dans les gares, dans les restaurants. Vous avez ce robot Pepper là qui vous accueille et qui est parfaitement bien accepté, alors qu'en Europe, ça marche pas très bien. Donc on parle d'IA forte et d'IA faible. L'IA faible, c'est ce dont je parle moi et ce qu'on fait au labo, c'est-à-dire reproduire des systèmes qui semblent intelligents. Et l'IA forte, c'est tous ceux qui croient qu'un jour les robots vont surpasser l'homme et pourquoi pas prendre le pouvoir sur l'homme. Et là, j'ai mis un petit dessin, c'est le robot qui est entre Dieu et les humains. Nous, on fait plutôt, dans mon équipe de l'intelligence sociale, on fait beaucoup de robots compagnons et on travaille sur les interactions entre les robots et les humains. Voilà, donc pour mon travail plus spécifiquement lié à SmartGov, à notre plateforme, on se base dans le domaine de l'intelligence artificielle qui est relatif à la dynamique d'une intelligence collective. Comment faire vivre ensemble des agents artificiels plus ou moins indépendants. On voit à droite ici une flotte de robots qu'on doit gérer. Chaque robot individuel n'est pas très évolué, il est assez facile à construire, assez facile à manipuler au niveau informatique. Mais par contre, ensemble, ils peuvent réaliser beaucoup de choses. Ici à gauche, on a un univers développé sur Unity avec différents agents artificiels qui peuvent constituer une petite communauté. Donc, ce qu'on appelle système multi-agent, c'est en intelligence artificielle une représentation à partir d'agents qui peuvent être plus ou moins évolués. Nous, on se base dans notre approche sur des agents assez simples finalement, qui n'ont pas de représentation complexe du monde, de sorte que c'est très facile à les implémenter. Et le tout forme un système complexe. Ce qu'on appelle système complexe, c'est un système qui prend forme en même temps que ces éléments se transforment. On peut dire ça comme ça. Donc, par exemple, vous avez la société humaine, c'est typiquement un système complexe, le système de santé mondial aussi, le système d'immigration. Mais à un périmètre plus restreint, vous avez tout ce qui est réunion de travail, match de foot, une fourmilière, etc. Ce sont vraiment des systèmes complexes notamment tout ce qui est on fait du biomimétisme hein, avec les fourmilières, les termites. Ça fait très longtemps qu'on observe tous ces animaux qui ont de très faibles capacités cognitives, mais qui, ensemble, une colonie de termites, par exemple, elle peut construire des architectures très, très évoluées, avec des étages, avec des salles voûtées qui ne tombent pas. C'est tout à fait incroyable. Et donc, l'informatique classique, elle ne sait pas bien traiter ces systèmes complexes, parce que très souvent, en informatique classique, on procède par décomposition. Et dans les systèmes complexes, comme on traite le tout comme
comme de façon holonique, hein, des systèmes globaux en considérant toutes leurs parties qui s'entrelacent, eh bien, on ne peut pas faire de la décomposition simplement. Et souvent, ces systèmes complexes, ils sont auto-organisés. On dit ça, et ça veut dire que le tout est plus que la somme des parties, et que la partie est plus que la division du tout. Donc, en fait, pour comprendre ce que c'est que l'intelligence collective, il y a 3 stades hein, dans le système des données de contrôle. Un agent isolé, par exemple, voilà, il a sa propre vie, d'accord? Après, il peut recevoir les avis d'autres agents. Du coup, là, on a un contrôle centralisé et les autres agents distribués, c'est ce qu'on appelait l'informatique distribuée. Les agents distribués relatent à un agent centralisateur ou un méta-agent les éléments et c'est lui qui peut diriger les choses. Donc ça s'appelle, voilà, c'est du contrôle centralisé des données distribuées. Et en intelligence collective, nous, on parle de communauté d'agents, c'est-à-dire où chaque agent est individuel, autonome, possède une vision locale, a un champ d'action local aussi, chacun a son champ d'action. Il n'a pas la connaissance globale du monde, et c'est la communication avec et les interactions avec les voisins ou avec d'autres agents qui provoque l'émergence d'un comportement au niveau macroscopique. Donc c'est là qu'on peut dire qu'on découvre une pensée collective par rapport à une pensée individuelle ou centralisée. Et donc ça met en œuvre des mécanismes qu'on doit modéliser, qui sont des mécanismes de coopération, de négociation entre les agents, voire de compétition. Donc la problématique d'une intelligence collective, on parle d'auto-adaptation, de coordination, d'anticipation. Par quels moyens? Donc nous, on utilise plutôt, il y a différentes façons de faire, hein, mais nous, on base notre plateforme sur de la simulation multi-agent. Donc la simulation, vous savez tout ce que c'est, on donne des données en entrée, on a des modèles avec des comportements définis par des machines à état fini, par exemple, donc assez simple. Et chacun évolue en fonction du temps, des pas de temps. Et ça, on peut observer les résultats de la simulation. Et puis, il y a d'autre part l'apprentissage multi-agent, que je vais détailler un petit peu. Donc, ce que vous connaissez peut-être, c'est l'apprentissage classique en IA qui s'appelle le machine learning, qui permet en fait aux ordinateurs d'apprendre des choses sans être explicitement programmés pour ça. Donc, c'est ce qu'on peut considérer comme de l'apprentissage par l'exemple. On entraîne un algorithme sur des échantillons et puis derrière, on développe des programmes qui vont changer lorsqu'ils seront exposés à de nouvelles données. Donc, le fonctionnement, c'est qu'en fait, ces algorithmes détectent des modèles dans les données qu'on leur fournit en entrée et ils vont, avec l'apprentissage de données passées, reconnaître les modèles et ajuster donc des actions en conséquence. Dans la vie de tous les jours, vous avez du machine learning au niveau de si vous faites des jeux avec une Kinect. La Kinect, elle fait de l'apprentissage pour détecter les mouvements, la capture de mouvements en fonction de la silhouette détectée. Donc, elle envoie des ondes et elle s'adapte comme ça pour reconnaître le geste. Facebook aussi, bien sûr, utilise l'apprentissage de machine learning pour ajuster le contenu en fonction, bien sûr, du profil de l'utilisateur. Donc, les mécanismes là mis en œuvre, c'est de l'observation, la perception. En fonction de sa propre connaissance du monde, on va percevoir différemment les choses. Du coup, on est capable de faire des prédictions sur ce qu'on peut faire en fonction de ce qu'on a reconnu et du coup de choisir la bonne action. Je vais passer un peu vite. Et donc, l'apprentissage multi-agent, il passe à un autre niveau puisqu'on a plusieurs agents qui apprennent ensemble et qui ont chacun des actions qu'ils effectuent au même instant. Mais souvent, on a un indicateur global ou un objectif qui doit être atteint et qui est évalué à chaque avancement par exemple, la simulation. Et donc, la problématique qui se pose en apprentissage multi-agent, c'est de comment savoir quel agent participe le plus à la réussite ou pas de l'apprentissage. Par son action, comment savoir quel agent a participé le mieux.
Et du coup, on a mis en place un mécanisme qui s'appelle l'apprentissage par renforcement, qui est particulièrement utilisé dans l'apprentissage multi-agent, qui fonctionne par une boucle de feedback où on donne une récompense à l'agent qui marche bien, qui contribue le plus à l'indicateur global de performance du système. Par exemple, ici, vous avez 3 robots, hein, les petites boules bleues, qui observent une scène, qui permet d'avoir une vision 360 degrés de la scène, avec dans l'environnement différents obstacles. Donc le robot qui agit, qui se place au bon endroit, qui donne un maximum de vision sur la scène, eh bien, il recevra plus de récompenses que le robot qui sera mal positionné, par exemple ici, et qui donnera qu'une version très partielle, une vision très partielle de la scène. Donc en faisant ce mode d'apprentissage, c'est très simple et ça marche assez bien. Alors, le domaine d'application de notre plateforme, c'est la Smart Cities avec tout ce qui est le transport, la mobilité intelligente. Et donc, on vise à élaborer des politiques urbaines vraiment dédiées à la mobilité, parce que au début, c'était politique urbaine en général, mais finalement, on s'est focalisé sur les politiques urbaines de mobilité. Mais ça peut être différentes sortes de politiques urbaines, hein. Je vous montrerai tout à l'heure, on a différentes instances qui ont été développées pour des politiques différentes. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une politique dans notre système? C'est une séquence d'actions donc déterminée par le logiciel et qui peut être améliorée au cours du temps. C'est pour ça qu'on parle de politique auto-adaptative. Le système est capable de faire des propositions aux décideurs pour qu'il adapte sa politique en fonction d'indicateurs que le décideur a définis. Donc SmartGov, c'est ça, ça veut dire Smart Gouvernance. C'est une plateforme de co-construction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire co-construction? Ça veut dire que le décideur est dans la boucle. Nous, on n'est pas pour de l'IA qui impose ses propositions. On fournit des informations au décideur et il est donc capable d'interagir, enfin, à terme, hein, parce que là, l'interactivité, c'est ce qui reste à développer. Il sera capable d'interagir pour définir la bonne politique qui lui va bien, en testant cette politique sur des simulations et à partir de propositions du système par apprentissage multi-agent. Alors pourquoi on fait ça aujourd'hui? Parce qu'on pense qu'il y a des challenges qui vont arriver dans les années à venir, qui sont liés pour les mégapoles au changement climatique et aux nouvelles exigences sur la qualité de l'air, et aussi sur l'évolution des comportements. On s'aperçoit que les gens, les jeunes, ont moins de voitures, etc. Donc ça pousse la ville à s'adapter et à réenvisager son infrastructure. Donc, on pense que les décideurs de demain, ils vont avoir besoin de systèmes qui vont pouvoir, sur lesquels ils vont pouvoir élaborer des politiques de mobilité, les tester, observer les résultats et les impacts, et éventuellement les affiner pour déterminer la meilleure politique à vraiment mettre en place. Donc, ça peut être aussi des politiques innovantes. Et on se dit aussi que dans la ville de demain, il y aura beaucoup plus il y a déjà de plus en plus de données qui sont fournies par tout un tas d'éléments, comme les immeubles, par exemple, qui transmettent des données sur leur consommation, tout ce qui est énergie, tout ce qui est réseau d'énergie ou d'eau dans la ville, bien sûr le trafic, etc. Il y a plein de données qui vont participer à l'enrichissement et à l'adaptation de ces politiques beaucoup plus fréquemment qu'aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est de proposer aux décideurs politiques cet outil pour leur permettre de définir les meilleures politiques urbaines de mobilité. Donc voilà, tester certaines politiques urbaines sur un logiciel, donc sans passer par une expérimentation réelle sur un quartier, etc., qui coûte de l'argent, qui est restreint et qui n'est pas toujours reproductible. Donc là, la condition sine qua non, hein, c'est qu'on arrive à faire une modélisation réaliste de l'environnement. C'est pour ça qu'on a travaillé avec des laboratoires de l'économie du transport qui nous ont donné des données de trajectoire, par exemple, sur Lyon, pour avoir des données réalistes. Et voilà, on peut co-construire ainsi avec le décideur politique, on peut adapter les objectifs, les indicateurs qui permettent d'évaluer la performance de la politique et les horizons de temps d'observation de la politique.
Donc, on a proposé un modèle formel de politique et on a proposé une plateforme qui est basée sur 2 simulateurs multi-agents. Un niveau microscopique qui représente vraiment les déplacements des différents agents, que ce soit des voitures, des camions de livraison, etc., sur le réseau routier de la ville. Et un autre simulateur multi-agent qui est ce qu'on appelle le simulateur politique, où on a des agents artificiels qui sont des agents politiques qui correspondent on imagine qu'on a une mégapole et donc il y a plusieurs quartiers, comme Mexico par exemple. Il y aurait plusieurs quartiers qui auraient leur propre politique de quartier. Et du coup, il faut qu'ils s'entendent entre eux pour définir globalement une politique satisfaisante. Nous, on a travaillé par exemple sur des indicateurs de pollution de l'air. Comment définir une politique qui diminue le niveau de pollution de la ville. Tout ça à partir de données collaboratives. Notre système, elle marche avec n'importe quelle modélisation OSM, je ne sais pas si vous connaissez OSM, OpenStreetMap, qui fournit des données collaboratives sur les réseaux routiers de toutes les grandes villes. Donc, on a appliqué ça à différentes villes. Après, il faut avoir les données réelles de trajectoire de cette ville. Nous, on avait celle de Lyon et celle de Grenoble. Non, on n'avait pas les trajectoires de Grenoble. Je vais vous parler des instances plus tard. Donc, pour quel usage? Répondre aux besoins des décideurs ou des acteurs de la métropole. Ça peut être pour configurer des politiques pour aller vers une ville plus propre. C'est ce que nous, on a fait sur une des instances. Ça peut être aussi pour adapter les politiques qui vont favoriser certains comportements, par exemple le partage de véhicules. Ça peut être aussi pour dimensionner des actions à mettre en place. Par exemple, là, avec l'augmentation du parc de véhicules électriques, il faut réfléchir à où mettre les stations de recharge et combien de stations à chaque endroit il faut mettre. Les utilisateurs potentiels qu'on a déjà contactés, bien sûr, c'est la métropole, mais ça peut être aussi des cabinets d'études, ça peut être Lyon Parc Auto, par exemple, pour le dimensionnement et la gestion de ces tarifs de stationnement, mais ça peut être les LOV, la gestion des déchetteries, etc. Voilà, donc c'est le fruit de plusieurs recherches, notamment une thèse avec Never Labs, des stages de M2, on a fait une preuve de concept, on a bien publié. Et là, on est en train de faire un refactoring du code. On fait beaucoup de travail d'ingénierie en ce moment pour avoir vraiment une plateforme officielle au sein du labo. On a des plateformes officielles qui sont maintenues par des ingénieurs. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de la passer en plateforme officielle pour favoriser les développements futurs et leur réutilisation par des chercheurs. Donc, on a 3 instances développées. Je vais en montrer juste une. Voilà, celle-là. La simulation d'une zone à faible émission, low emission zone. Donc, ici, vous avez l'interaction se situe vraiment au niveau du décideur. Il peut définir sa zone, sa low emission zone. C'était avant que la métropole de Lyon décide d'en mettre une en place. Vous savez que ça va être tout l'intérieur du périphérique. Ça va être une zone à faible émission bientôt. Et donc ici, on peut tracer son périmètre de zone. Ici, vous avez en rouge, parce que ici, c'était une instance qui permettait de connaître l'impact sur le transport de marchandises en ville de la mise en place d'une LES, une zone à faible émission. Comment vont réagir les entreprises de livraison? Est-ce qu'ils vont augmenter, est-ce qu'ils vont renouveler leur parc avec des véhicules propres, ou au contraire, est-ce qu'ils vont basculer, est-ce qu'ils vont déplacer la pollution en gros ailleurs, c'est-à-dire réserver les véhicules propres pour la zone à faible émission, ou est-ce qu'ils vont ne plus desservir la zone? Voilà, il y a différents comportements qu'on a mis en place avec le LED. Laboratoire d'économie de transport. On a fait des simulations de scénarios selon il y a 30% des entreprises de livraison qui vont réagir comme ça, etc. Voilà, on a fait différents scénarios pour imaginer des situations, et comme ça, on a mesuré l'impact de ces différents tracés de zones à faible émission sur la ville. Et aussi, on a défini des politiques. Quel type de critères de véhicule peut rentrer ou pas dans la zone? Est-ce qu'on peut mettre des péages? Voilà. Il y a eu plusieurs choses.
Et au niveau visuel, donc ça c'était un des résultats à l'époque. Là c'est voilà 100 zones à faible émission. On a ici les points rouges, ce sont tous les points de livraison réels de la ville, de la région de Lyon. Donc ça peut être des commerces, ça peut être des restaurants, ça peut être des grands magasins. Voilà, c'est tout ça. Ça c'est des données réelles fournies par le LET, hein, le transport, ceux qui travaillent vraiment sur le transport de marchandises dans ville. Et donc ça c'est les niveaux de pollution ici pour le paramètre NOx. Donc on a des tuiles de 1 km de côté et rouge, ben voilà, c'est défini ici les critères. Et là, quand on trace un périmètre comme ça et qu'on a défini différents types de réactions des livreurs, voilà, on diminue un petit peu la pollution. Si on met, ouais, je peux partir en soutenance. Si on met une laisse plus grande, eh bien on diminue encore plus la pollution. Voilà. Je vais m'arrêter là. Ça, c'est une autre instance sur une politique de tarification du stationnement à Los Angeles. C'est un autre. Donc, je vous remercie. Si vous voulez nous contacter, voilà les adresses de l'équipe et je suis prête à répondre à 2-3 questions. Merci Véronique. Ben, je ne sais pas s'il y a des questions. Allez-y, on a 4-5 minutes. Je suis en soutenance à 45, donc j'ai très peu de temps, mais je vous écoute. J'en ai une qui va peut-être te mettre en retard. Oui, Je ne sais pas si elle est sémantique ou philosophique. C'est le terme intelligence qui m'interpelle tout le temps sur ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc, tu en as parlé un petit peu en introduction. oui, Si je prends une calculatrice, je lui fais 225 par 4023, elle me répond tout de suite. Et ce n'est pas de ouais, l'intelligence. Alors, est-ce non. que ce que tu proposes, c'est quelque chose qui est bien plus évolué que ce que fait une calculatrice, mais est-ce qu'on peut qualifier ça d'intelligence? C'est pas moi la réponse. C'est une question vraiment philosophique. Mais c'est Néanmoins, les modèles mathématiques qui sont notre domaine, derrière. oui, mais qu'est-ce que l'intelligence? Ça, on peut en parler pendant des heures. Personne n'aura le même avis. Parce que même définir le QI, est-ce que c'est ça l'intelligence? Est-ce que c'est par le QI? Bien sûr que non. Il y a plein de formes d'intelligence, donc ça n'est pas possible de. Voilà. Donc l'intelligence, moi je sais en parler quand c'est un domaine très restreint. Donc, par exemple, quand tu me parles de calculer des choses, oui, l'intelligence, ça peut se mesurer concrètement par une capacité, par exemple, de rapidité de calcul ou de complexité des calculs à faire. Donc là, on peut chiffrer cette intelligence. Mais dès que c'est du domaine de l'interaction, dès qu'il y a de l'humain là-dedans, c'est vraiment une vaste question philosophique à laquelle je ne tenterai même pas de répondre. Mais néanmoins, c'est le terme de notre champ, Ouais. de notre problématique de recherche. Voilà. Mais moi, je suis très très prudente hein, quand je parle. Mais les journalistes, ils font souvent un peu des amalgames terribles. Et ça nous porte préjudice en fait, hein, parce que les gens, ils croient, maintenant, ils ont peur des robots. Ils croient que les Ouais. robots vont prendre le dessus sur l'humain. Donc, c'est comme du temps, je ne sais pas si vous avez connu les systèmes experts. C'est ce qu'on appelle l'hiver. Il y a eu l'été avec les systèmes experts qui allaient tout régler dans le monde, hein, soigner mieux que les médecins, régir mieux le droit que les avocats et que les juristes. Et après, les gens étaient déçus. Donc, il y a eu un grand hiver là avec les gens qui n'investissaient plus du tout dans l'intelligence artificielle et les systèmes experts. Donc là, on est un peu avec les robots et le deep learning, on est un petit peu aussi dans une vague où on est en train de tout euh, porter au nu, toutes ces applications en disant ça va tout faire, etc. Moi, je freine à deux pieds là. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, sur Sophia, il y en a qui ont parlé de Sophia. C'est un peu une grande rigolade, hein, ce robot Sophia, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous l'avez vu, vous pourrez chercher sur les plateformes de vidéos. Il y a une vidéo où elle est interviewée par des journalistes sur une émission de grande écoute. Et on dirait vraiment que c'est interprété, qu'elle est vraiment intelligente, quoi. On voit un robot qui discute avec des gens sans avoir préparé la discussion. Mais en fait, si, ça a été un petit peu préparé avec, notamment, ils ont étudié plein de discours où il y avait ce style de discours avec beaucoup de blagues, etc.
Et donc, c'est pour ça que on ne peut pas appeler ça de l'intelligence artificielle Ouais, au niveau c'est de crédible, mais c'est pas Sophia. l'intelligence. Voilà, c'est ça. Très bien, je vous remercie. Eh bien, merci. On va Merci beaucoup, donc, je vous laisse. Bonne continuation et là, je dois partir. Merci, au revoir. merci Véronique.